il y a eu la guerre en Irak et en Libye, puis ensuite il y a eu l'Arabie Saoudite qui, dans son conflit avec l'Iran, avait baissé considérablement le prix de son pétrole sur les marchés internationaux, ce qui a fait chuter les prix de baril. Et donc les États comme le Congo et le Gabon, qui sont donc finalement chute drastique du prix de baril de pétrole, ce qui va progressivement impacter certains États africains, notamment le Congo et le Gabon. Alors ici, les principales définitions du sujet, gouvernance de finances publiques, c'est une tendance qui tend à remplacer la technique, à remplacer le politique par le technicien. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire en sorte que, au lieu que ça soit la volonté des élus, ce soit plutôt la volonté des experts. Seconde chose, crise budgétaire. La crise budgétaire, là, en l'espèce, elle est la conséquence d'abord d'une crise économique qui est la crise du pétrole. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une chute de barils de pétrole, et puis, globalement, les États dans les budgets sont essentiellement concentrés sur la vente des produits pétroliers locaux, notamment, ont vu leurs recettes publiques affectées. Et donc là, on passe de la crise économique à la crise budgétaire. Alors, à l'origine de la crise, je l'ai évoqué, donc, chute du prix de baril de pétrole en 2014. Au départ, les États africains sont globalement épargnés, puis assez rapidement, ils sont rattrapés par leur fragilité, qui s'explique par les finances publiques essentiellement dépendantes de la vente des produits. C'est le cas du premier État. Alors, les deux États cibles ont plusieurs points communs. Première chose, ce sont les États qui sont membres de la zone économique CEMAC. Et la zone économique CEMAC, beaucoup moins développée que l'UEMOA, mais produit aussi un certain nombre de normes économiques et financières qui encadrent les législations de ces deux États. Deuxième chose, ce sont deux États producteurs de pétrole. En Afrique subsaharienne, vous avez d'abord le Nigeria, puis l'Angola, et après vient le Congo, puis derrière le Gabon. Alors les deux États ont signé avec le FMI ce qu'on appelle une facilité élargie au crédit. C'est ce qu'on appelait dans le jargon d'avant les plans d'ajustement structurel. Maintenant, pour faire plus beau, on dit facilité élargie au crédit, mais c'est exactement la même chose avec les mêmes conséquences sociales. Et puis enfin, dernier point commun, ce sont deux États qui ont subi de plein fouet la crise pétrolière de 2014. Alors, quelques chiffres pour illustrer tout ça. Le Gabon, budget de l'État gabonien pour l'année 2013, 2,632 milliards avant la crise. La dette publique avant la crise, 24% du PIB. Aujourd'hui, la dette est autour de 64% du PIB. 64% du PIB. Et donc, ça donne quoi? Ça donne que le taux d'endettement public autorisé au niveau de la CEMAC, c'est 70%. Donc, les Gabonais résistent un peu, mais ils ne sont pas loin de dépasser le taux d'endettement public autorisé par la CEMAC. Autre élément, autre chiffre important, 1679 milliards de francs CFA. Au lieu de. Attends, le budget était prévu à 1679 milliards. Ils avaient prévu 2 milliards, 635 milliards, pardon pour les chiffres. Et puis finalement, au lieu de ça, ils n'ont eu que 1679 milliards. Ça s'explique par la baisse du coût du pétrole. Autre chiffre, les recettes pétrolières, en 2014, ça tombait de 826 milliards. De 1322 milliards prévus à 826 milliards. Donc, à gagner de plus de 500 milliards pour un État sans une catastrophe. Et donc, les chiffres ici, loi de finances 2014, 2013, 2014, 2015, puis le rapport FMI d'avant, entre 2015 et 2018. Pour ce qui est du Congo, ici, vous voyez, avant la crise, c'était la fête, le budget 4 milliards 132 millions, 4 000 milliards 132 millions avant la crise, la dette publique était autour de 60%. Là, ils étaient déjà des mauvais élèves. Et puis, aujourd'hui, dette publique, plus de 110% du PIB. Alors là, ils ont explosé tous les comptes. Plus de 110%. Le budget 2015 était évalué à 2 000 milliards, il les avait baissés, alors qu'il était à 4 000 milliards en 2014. Les recettes pétrolières sont passées de 750 milliards à 544 milliards. Et là aussi, vous avez les sources, loi de finances 2014, les rapports d'État pétroliers. Alors, quelle est la problématique? Ce qu'on a cherché dans cette recherche, c'est de voir de quelle façon la crise pétrolière, donc la crise budgétaire, a impacté la gouvernance des finances. Deuxième chose, quelles ont été les mesures qui ont été adoptées pour y faire face? Alors donc, vous aurez compris que le plan très simple,
Dans une première partie, on va analyser les questions relatives à la gouvernance des finances publiques de temps de crise. Et la seconde partie nous permettra d'ausculter les mesures adoptées. Alors, premier élément qu'on doit évoquer, c'est la dénaturation du processus décisionnel du temps de crise budgétaire. C'est-à-dire, pendant la crise, les choses ne se passent pas comme elles se passent en temps normal. En temps normal, les choses sont très simples. Hein. Le gouvernement propose une loi de finances, un budget, c'est adopté par le Parlement et c'est appliqué par les administrations. En temps de crise, vous avez une première chose, il y a une tendance centralisatrice, c'est-à-dire que l'État a tendance à reprendre le contrôle de tout sur le plan interne. Et ça se passe notamment par une place croissante du ministre de l'économie. En temps de crise, le ministre de l'économie devient une espèce de premier ministre bis. C'est lui qui gère, puisque c'est lui qui est censé négocier avec les institutions internationales. Première chose. Deuxième chose, c'est la conséquence de la première, c'est le dessaisissement du Parlement de la décision financière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on oublie quasiment qu'il existe un Parlement. C'est le ministre de l'économie, avec donc le pouvoir exécutif, qui décide quasiment de tout. Les députés ne devenant que des simples avaliseurs des décisions adoptées par le ministre et le gouvernement. À côté de ça, vous avez une autre tendance qui est la tendance à un transfert de compétences à l'échelle communautaire. Ce qui s'est passé, ce qu'on a constaté, c'est que dans cette crise, c'est au niveau de la CEMAC, plusieurs décisions ont été adoptées au niveau de la CEMAC. Par exemple, les États de la CEMAC, donc du Congo-Gabon, ont co-organisé les efforts pour répondre à la crise, notamment en accordant un rôle central à la Banque centrale des États de l'Afrique centrale. Donc ils se sont dit, à lutter seul, on sera moins fort, il vaut mieux se mettre ensemble à 6 avec le Tchad et compagnie pour répondre à cette crise. Deuxième aspect essentiel ici, au niveau de la procédure de gouvernance, c'est la place et le rôle que va avoir le FMI. Alors le FMI devient un acteur fondamental. Première manifestation de cette fondamentalité, c'est d'abord le fait que les États vont solliciter l'intervention collégiale auprès du FMI. Ce sont tous les États réunis au Cameroun qui avaient décidé qu'ils allaient signer tous pour aller signer avec le FMI. Deuxième chose, ils ont donc adopté et signé cette facilité d'argent de crédit. Qu'est-ce que c'est? Le FMI, en réalité, se porte cautionnaire de votre dette. Le FMI va vous permettre de prêter des sous sur les marchés internationaux. Pour le dire concrètement, c'est un type endetté jusqu'au bout, à qui on aide à s'endetter encore. Donc c'est pas si intelligent, en tout cas c'est comme ça. Deuxième aspect qu'on peut évoquer ici, c'est le fait que le FMI devient un co-législateur. C'est-à-dire que pendant le temps de la crise, le FMI devient comme la première chambre législative. Au Congo, c'est passé quelque chose d'extraordinaire. Le budget 2018 a été adopté en session extraordinaire en janvier, au lieu d'être adopté c'est qu'il fallait se mettre d'accord avec le FMI. Et ils ont appelé ce budget-là un budget FMI compatible. Donc vous voyez que ça pose la question là de la souveraineté de l'État. Si un État, par ses élus, ne peut plus adopter ce budget, il faut que ce soit un partenaire extérieur qui impose le calendrier, le rythme et le contenu. Vive la souveraineté. Alors, tout ça pourquoi? L'objectif, c'est évidemment d'assainir les finances. Alors, donc le cadre juridique de la dépense publique, d'abord il y a une première chose qu'il faut noter, c'est l'élargissement du champ de la dépense publique. La dépense publique aujourd'hui, ce n'est plus simplement les dépenses de l'État, mais c'est aussi les dépenses des collectivités publiques. Ça peut être les collectivités territoriales locales, ça peut être les universités, mais en même temps c'est aussi les dépenses des partenaires internationaux des États. C'est-à-dire à partir du moment où la CEMAC comme institution intervient pour nous, cette dépense est considérée comme une dépense publique et enregistrée dans la dette publique. Alors, rapport entre la dépense et la crise en courant et la dépense entre la dépense publique et la crise, c'est très simple. En période de crise budgétaire, la dépense publique évidemment est réduite, ce qui a des conséquences importantes sur les aspects sociaux. Alors, quelles sont les dépenses qui ont été concernées par la crise? Mais c'est essentiellement les dépenses des budgets de transfert. Les budgets de transfert, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple les universités. Ce sont ceux-là, au Congo et au Gabon, qui ont subi le plein de la crise. Au Congo, par exemple, à l'université, nous, on a 6 mois d'arriérés, c'est ça. On a 6 mois. On a 6 mois d'arriérés. C'est dû essentiellement, ce sont les budgets de transfert qui ont été impactés, alors que les budgets généraux, ce sont les budgets global général, les fonctionnaires, eux, ils touchent leur. Donc on a choisi, c'est une stratégie politique, on s'est dit, on va choisir les moins nombreux qui sont incapables de socialement bouger le pays ou taper sur. C'est les universitaires, c'est les centres de publics, c'est les
Les étudiants, c'est 2 ans. 3 ans. Alors, la nécessité d'augmenter les recettes publiques, d'abord, il a fallu sortir de la dépendance historique au pétrole. Comment? Mais ça y est, c'est pas. Ça, voilà. Alors, donc, les dépenses, diversification des recettes publiques, je vais finir par là. Dernier élément qui est important d'évoquer, c'est la volonté des États de la Congo d'avant de fiscaliser la dépense publique au lieu de faire en sorte que la dépense publique soit financée par le pétrole. Mais vous savez, quand on crée trop d'impôts, briser l'affaire, ça tue. D'ailleurs, on a créé beaucoup d'impôts d'un coup pour compenser la baisse des recettes pétrolières, et finalement, ça tue les investissements, ça tue l'actionnariat public. Donc voilà. Donc en conclusion, problème de souveraineté économique indoublable, montée en puissance des décisions communautaires, ces 2 États qui sont dans la CEMAC, en force de la communauté des décisions, tentative de dépassement de la dépendance au pétrole, tentative de bien. Et puis, il y a une vraie fenêtre qui s'ouvre, c'est celle d'une grande réforme d'ampleur de la gouvernance publique. Mais là, se pose la question de la volonté politique. Merci pour votre attention et désolé pour les deux.